Des amants discrets, un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Troisième partie, le mini-commando de la ferme de Zanay. Hélène, 22 juin 1945. Quand mon frère a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. En fait, nous sommes pareils tous les deux. André s'est donc renseigné de son côté auprès des services compétents. Pour l'emploi de prisonniers chez des particuliers, le maire doit avant tout veiller à ce que sa commune ne comporte pas de chômeurs français. Mais en cet été 1945, les prisonniers logent et mangent dans des commandos municipaux. Ils ne peuvent pour l'instant être hébergés chez des particuliers. La durée journalière de travail, y compris les trajets aller-retour, ne doit pas être excessive et ne doit pas dépasser celle admise pour les ouvriers civils employés au même travail. Et bien entendu, chaque prisonnier bénéficie d'un repos de 24 heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche. Apparemment, le maire de notre commune n'a pas demandé de prisonniers pour constituer un commando pour l'entretien de la commune, des réparations diverses ou pour des travaux agricoles auprès du préfet, qui transmet à l'inspecteur divisionnaire du travail. Les commandos communaux doivent comprendre un minimum pour cuisiner. Les prisonniers y sont enfermés la nuit et doivent être gardés le jour par des ouvriers ou des chefs d'équipe. Dans ces cas-là, la mairie assume les frais d'alimentation, de logement et de garde, ainsi qu'un salaire de 10 à 15 francs par jour, selon le nombre de prisonniers dans le commando, dont la moitié est versée au dépôt militaire, au compte de chaque prisonnier à titre de pécule. Toutefois, l'État rembourse la moitié de ses frais à la commune. Nous envisagions plutôt un commando dont nous aurions nous-mêmes la charge et qui logerait chez nous. C'est donc l'objet de beaucoup de discussions avec le maire de Saint-Martin. André met en avant la possibilité d'utiliser le moulin, qui répond aux critères exigés pour héberger un petit commando, et se propose de prendre le rôle de gardien, puisque les recommandations officielles stipulent qu'un ancien prisonnier de guerre peut assumer ce rôle. Le maire donne son accord pour 2 prisonniers pour des travaux agricoles, dont nous serions les seuls employeurs, puisque personne d'autre ne souhaite utiliser des prisonniers allemands comme ouvriers dans la commune. Dans cet arrangement, André convient d'assumer les frais d'alimentation, de logement, de garde et le salaire de 2 prisonniers et de reverser à la commune les sommes qu'elle doit normalement payer au titre d'indemnité compensatrice au ministère du Travail. Cette indemnité est prévue afin d'éviter l'abus de l'emploi des prisonniers qui pourrait pénaliser la main-d'œuvre française, soit environ 650 francs par ouvrier. Elle correspond à la différence entre ce qui est versé pour un prisonnier allemand et le salaire habituel d'un ouvrier agricole français. André versera aussi à la commune une somme de 130 francs par mois pour chaque ouvrier, destinée à être envoyée au commandant du dépôt dont relèveront les prisonniers, comme prévu au titre de pécule. En revanche, la commune, dès qu'elle l'aura perçue, nous reversera la somme que l'État lui aura créditée, correspondant à la moitié des frais, soit environ 30 francs par jour et par prisonnier. L'accord sera entériné dès qu'André aura eu l'accord de notre père. De mon côté, j'ai appris que des fermiers du Pays de Caux ont déjà des prisonniers de guerre de l'Axe qui travaillent pour eux, et qu'ils en sont apparemment satisfaits. C'est une main-d'œuvre peu onéreuse pour eux. Quand j'entends certains dire que les Boches ont détruit notre pays et maintenant ils doivent réparer en bossant pour nous, je suis agacée, car notre dessein à André et moi n'est pas de leur faire payer quoi que ce soit. Nous recherchons des ouvriers agricoles, puisque l'un des 2 est mort au combat, et le second, revenant de déportation, n'est pas en état de travailler et ne le sera pas avant un bon bout de temps. L'idée a donc progressé, et nous avons tous les éléments pour élaborer un plan d'attaque afin de faire fléchir mon père. Et lorsque nous apprenons que fin juin, un nouvel arrivage de prisonniers a été cédé par les Américains à la France et qu'un certain nombre a été dispatché dans des camps normands, dont celui de Bolbec, André décide de mettre notre plan en œuvre. Le moment opportun se présente lors du repas du soir, le lendemain de ma visite à Paris pour l'exposition sur les atrocités nazies. « Papa, j'ai eu une idée pour avoir des ouvriers sans que ça nous coûte trop cher, déclare mon frère. « Ça sent le piège ton affaire, s'exclame d'emblée mon père. Il n'y a aucun piège. Tu sais que la France a réclamé à avoir des prisonniers allemands pour nous aider à reconstruire le pays.
Ouais, et alors? Eh bien, il y a de nouveaux prisonniers arrivés à Bolbec, et il y a sans doute parmi eux des ouvriers agricoles. Tu veux embaucher des boches? Fulmine soudain mon père. Seulement 2, papa. En plus, nous recevrons 30 francs par jour par prisonnier pour leurs frais de nourriture. Mon frère sait pertinemment qu'en bon normand, mon père est sensible à cet argument, même si nous ne pouvons pas prétendre qu'il est avare. En revanche, pour lui, un sou est un sou. Tu as toujours dit que les boches sont des bosseurs, ajoute mon frère. Oui, ils sont surtout disciplinés. Peut-être un peu trop finalement, puisqu'ils se sont laissés mener par un fou dangereux. Rassure-toi, papa, je n'ai pas l'intention de ramener 2 anciens soldats estampillés nazis. Mon père se tourne alors vers ma mère. C'est ce qu'il fait lorsqu'il a du mal à se décider. Je pourrais même dire que ça équivaut à un peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Qu'est-ce que tu en penses, Aglaé? Ma foi, si ce sont de bons gars, pourquoi pas, répond celle-ci. Nous ne les embauchons pas pour en faire nos amis, mais comme employés. Et toi, maman? Demande mon père en se tournant vers grand-mère. Je suis d'accord avec Aglaé. Alors, mon père prend sa serviette de table, s'essuie la bouche, moustache comprise, avant de lancer André. D'accord, mais tu as intérêt à bien les choisir. Mon frère opine du chef et complète son argumentaire avec les conditions imposées par l'administration française sur le comportement adopté avec les PGA, la surveillance dont il doit faire l'objet, etc. Dans les jours qui suivent, André entreprend les démarches pour demander 2 PGA pour notre ferme, et c'est ainsi qu'il revient avec Karl et Willy le 7 juillet. Willy, 7 juillet 1945. Comme prévu, André vient nous chercher, et avant de nous emmener dans la maison, il nous fait faire un tour de la ferme. Si Karl semble à son affaire, j'avoue que je suis un peu perdu. Notre patron nous montre le pressoir et nous explique qu'il sert à presser les pommes pour le cidre. Ne vous inquiétez pas, les gars, ça c'est le domaine de mon père. Tant mieux, pensai-je, car je n'y connais rien. Juste à côté du bâtiment au pressoir, un autre abrite un tracteur et quelques machines. Puis André nous fait traverser la pelouse et nous entrons dans l'écurie où 2 chevaux de trait se mettent à hennir de conserve à l'approche d'André. Ce sont des percherons, explique ce dernier, des chevaux robustes pour labourer par exemple. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à travailler avec eux, car les stocks d'essence sont encore trop aléatoires pour se servir du tracteur. Il nous mène ensuite dans l'immense grange contiguë où sont entreposés le foin et la paille. J'adore l'odeur du foin, et je m'imaginerais bien allongé dedans avec... Arrête de rêver, Willy. Tu n'es pas là pour ça. Je me secoue et je suis André et Karl. En sortant, il nous montre le pigeonnier, juste face à nous, un vestige du manoir du XVIIe siècle, dans lequel demeurent les fermiers, ainsi que la porcherie, un grand poulailler, puis des clapiers. Mais c'est par l'étable qu'il nous fait terminer la visite. La mère et la grand-mère d'André sont en train de traire, et j'aperçois de dos la mince silhouette d'Hélène. Mon cœur s'emballe à sa vue. Elle a enfilé un large tablier par-dessus sa robe et caché ses cheveux dans un fichu. Elle a également troqué ses sandales contre des sabots, mais elle est toujours aussi mignonne. Et elle fait gicler le lait dans le seau bloqué entre ses genoux à une vitesse incroyable. Je dois avoir l'air complètement ahuri, car André éclate de rire. Impressionné, Willy? C'est vrai que tu n'as jamais traité une vache. En effet, avouai-je penaud que cette information soit révélée devant Hélène. Je peux lui apprendre, déclare cette dernière sans relever la tête de son ouvrage. Maman et grand-mère ont leurs tâches. Moi, je suis la travailleuse saisonnière. Oui, et l'enseignement, c'est ton dada, crevette. Banco, dès demain matin, tu prends Willy en charge. Pourquoi André appelle-t-il sa sœur crevette? Il faudra que je lui demande. Zut, j'oubliais que demain, c'est dimanche, réagit André. Karl et Willy ne sont pas censés travailler. Ce n'est pas grave, dis-je. En ce qui me concerne, je dois apprendre afin de pouvoir être vraiment utile. Moi non plus, ça ne me gêne pas, annonce Karl. Dans une ferme, il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord, dit André. Willy, vous commencerez donc à apprendre à traire avec Hélène demain. Mais nous allons revoir tous les 3 comment respecter le contrat qui nous lie. En moi-même, je suis soulagée de pouvoir profiter d'un moment privilégié avec la jeune fille.
Je dois avoir l'air très satisfait, car Karl me lance un sourire entendu. Les 3 femmes ont fini de traire chacune leur vache et vont verser le contenu de leur seau dans un bidon de 20 litres, qu'André aide sa mère à déposer dans une carriole, qu'ils emmènent dans un autre bâtiment. Hélène, voyant mon air interrogateur, m'informe qu'ils vont déposer les bidons dans la laiterie et les conserver dans des cuves d'eau froide pour qu'ils ne tournent pas, et qu'une partie du lait a déjà été vendue aux gens du coin. Après la traite du lendemain matin, sa mère utilisera une partie du lait pour le mettre à cailler et faire du fromage. Elle écrémera l'autre partie pour en faire de la crème qui sera transformée en beurre. Vous verrez demain matin. En attendant, nous allons passer à table. Je la suis dans la maison et nous arrivons dans un vestibule dans lequel Hélène laisse ses sabots dans un placard logé sous l'escalier qui mène sans doute aux chambres. J'aperçois, juste en face, une grande cuisine où trône une table avec 2 grands bancs et où la grand-mère s'affaire près d'une imposante cuisinière. Il y a aussi un imposant chauffe-eau en cuivre fonctionnant au bois. Nous entrons ensuite dans une grande pièce à droite, où une grande table rectangulaire de bois ciré entourée de chaises paillées et dressée pour 7. Au fond trône un grand vaisselier. La pièce est ouverte sur un salon avec des boiseries au mur, une bibliothèque et une grande cheminée où le feu doit crépiter l'hiver. Les meubles sentent bon la cire. Mais ce qui domine encore plus, c'est l'odeur de cuisine. Nous nous regardons avec Karl. L'eau nous vient tous les deux à la bouche. Monsieur Desaney s'est installé au bout de la table. André s'est assis à la gauche de son père en laissant une place vide entre deux, indiquant à Karl de s'asseoir à côté de lui. Hélène, qui ne semble pas me lâcher d'une semelle, m'indique que la place à gauche laissée vacante par son frère est celle de sa mère et que sa grand-mère va s'asseoir à droite. Vous pouvez vous asseoir entre moi et ma grand-mère, ou bien à ma droite. Je n'ai pas vu arriver la grand-mère dans mon dos, qui se charge de décider à ma place. Allez, mon grand, asseyez-vous près de moi. Je ne vais pas vous manger, vous savez. Il n'y a pas assez de viande autour de l'os, me dit-elle d'un air moqueur. Pas assez de viande autour de l'os? Mon étonnement se voit certainement sur mon visage. Mon autre voisine pouffe de rire. Elle veut dire que vous êtes un peu maigre pour constituer notre plat principal, me glisse-t-elle à l'oreille. Grand-mère Albertine est très taquine. Je crois que vous lui plaisez bien. Si je pouvais plaire à quelqu'un d'autre. Madame Desaney interrompt ma pensée en arrivant avec une soupière fumante qu'elle pose sur la table et nous sert les uns après les autres 2 bonnes louches d'une soupe de légumes avec des morceaux de lard. Rien à voir avec les bouillons clairs du camp. Monsieur Desaney se charge de couper de larges tranches de pain. Personne ne parle, et nous n'entendons que le bruit des cuillères dans les assiettes. Ma voisine me propose du cidre ou de l'eau comme boisson, mais j'opte pour de l'eau, alors que Karl ne goûte pas le cidre. « Je vois que vous êtes très raisonnable, Willy, s'exclame André. Ou alors vous n'aimez pas le cidre ?»« Non, je l'aime bien, mais en petite quantité. D'ailleurs, je bois peu d'alcool. Je suis originaire d'une région viticole et je ne bois pas beaucoup de vin non plus. » Hélène se penche vers moi comme si elle voulait me faire une confidence. « Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas ? J'ai beau être normande, je n'aime pas vraiment ça. » Puis elle disparaît quelques instants avec Albertine pour revenir, l'une avec une énorme omelette et l'autre avec un saladier rempli de laitue. Je ne suis plus habituée à manger autant. Mais le repas n'est pas terminé. Du fromage apparaît sur la table ainsi qu'un compotier rempli de fruits. Chacun semble se servir à sa guise. Voyant mon hésitation, Hélène me présente le fromage en forme de cœur. Ça, c'est d'une châtelle. C'est maman qui le fait. C'est un fromage du pays de Bray, à base de lait de vache, vous vous en doutez. Il est très ancien. Enfin, pas celui-là, plaisante-t-elle en me regardant avec des yeux qui pétillent de malice. Je voulais plutôt dire que cette variété de fromage est très ancienne. Je ne peux m'empêcher de sourire à sa boutade. Les picotements dans le ventre que j'avais ressentis il y a quelques heures sont revenus, et j'ai une envie irrépressible de l'embrasser et de la toucher. Mais je me retiens, et elle poursuit son explication. Pendant la guerre de 100 ans, pour les fêtes de fin d'année, la légende raconte que les jeunes filles offraient aux soldats anglais ces fromages en forme de cœur pour témoigner leur amour. Pourquoi aux soldats anglais, puisque la France et l'Angleterre étaient en guerre, m'étonnai-je. Car à l'époque, la Normandie et le royaume d'Angleterre étaient très liés,
puisque depuis Guillaume le Conquérant, les ducs de Normandie étaient aussi rois d'Angleterre, me répond-elle avec un clin d'œil. Mais il y a aussi des Neuchâtel en forme de cylindre ou de briquette. Puis elle me montre des petits fromages cylindriques entourés d'une bande de papier paraffiné. Et là, ce sont des petits Suisses, des petits fromages frais enrichis de crème, eux aussi originaires du pays de Bray. Vous pouvez les manger avec juste un peu de sucre. Moi, j'aime bien les manger avec des fruits, surtout des fruits rouges. Essayez, vous verrez. En réalité, elle me sert une portion de Neuchâtel et un petit Suisse avec du sucre et des groseilles. Commencez par le Neuchâtel, car il est salé, me conseille-t-elle. Je me laisse embarquer sous le regard goguenard de Karl de l'autre côté de la table, qui, lui, déguste une bonne part de Neuchâtel sur une belle tranche de pain. Après ce repas, qui est pour moi et Karl un repas de fête, nous reprenons avec André le chemin du moulin. Une voix que je reconnais maintenant entre toutes nous demande de l'attendre. « Je vous accompagne. J'ai oublié de prendre le linge de Karl et Willy pour qu'il soit lavé. » Imperceptiblement, je ralentis le pas, jusqu'à ce qu'elle soit à ma hauteur. Puis nous cheminons sans une parole jusqu'à notre destination. Avant de s'éclipser avec notre linge, elle se retourne vers son frère. « Je vous ai mis une provision de café pour le matin. Il y a aussi du sucre, du pain, du beurre et de la confiture au cas où. » « Merci, Crevette. » Puis la dite Crevette me regarde ensuite droit dans les yeux. « Et nous, rendez-vous demain à 7h pour la traite. Je passerai vous chercher, » annonce-t-elle d'un ton autoritaire que dément la lueur dans ses yeux. « En attendant, bonne nuit à tous les trois. » La nuit s'annonce bonne, en effet, sans sensation de faim, dans un lit douillet avec des draps sentant l'herbe fraîche et de beaux rêves en perspective. Willy, 8 juillet 1945. Je suis déjà réveillée à 6h du matin. Après m'être lavée rapidement au lavabo et m'être rasée, je me faufile à l'extérieur pour m'installer au bord de l'eau. Mais je ne suis pas seule. Quelqu'un est déjà à l'œuvre, sous ce que j'avais cru être un simple appentis, mais qui est en fait un lavoir. Hélène a apparemment lavé notre linge et est en train de le rincer à genoux sur le bord. Je la vois jeter le linge dans l'eau, le tordre en le pliant plusieurs fois, et le battre avec un battoir en bois sur la pierre, afin de les serrer le plus possible, puis de les tendre. Elle laisse son panier sur place avant de se diriger vers le moulin. Je me dissimule comme je peux. Je ne veux pas qu'elle sache que je l'observais, à la fois heureux de profiter du spectacle de celle qui a hanté mes rêves nocturnes, et honteux de lui imposer le lavage de mon caleçon et de mes chaussettes, comme du reste, si tôt le matin. J'avais pris l'habitude d'entretenir mon linge moi-même. Elle est déjà dans la cuisine du moulin quand j'y arrive. « Déjà prêt ?» me dit-elle enjouée. « Au moins vous êtes matinale. » En effet, j'en ai profité pour faire quelques pas au bord de la rivière. « Un café peut-être ?» propose-t-elle en me tendant une tasse déjà remplie. Je me confonds en remerciements quand je la vois sortir un carnet et un crayon. Mon vieux carnet et mon crayon. « J'ai trouvé ça dans vos affaires. Heureusement que j'ai vérifié vos poches avant de les laver. Sinon, votre carnet passait au lavage, et vous auriez perdu des notes qui sont peut-être précieuses. » « C'est de la poésie, n'est-ce pas ?» ajoute-t-elle, curieuse. « Désolée, je n'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. De toute façon, je n'ai rien compris, puisque c'est en allemand. »« Cependant, vous avez vu juste. C'est bien de la poésie, » avoua-je en rougissant sous son regard caramel. Karl n'a pas loupé une miette de la conversation, et s'il n'a pas tout compris, il sait bien que nous parlons de mon carnet. « Ah, le carnet de Willy. Mon ami est un grand romantique, Hélène, un poète, pas du tout fait pour la guerre. » Bien que je lui lance un regard furibard, il continue. « Je me souviens d'un poème qu'il a écrit pour la Saint-Valentin. Ces poèmes parlent toujours d'amour, de nostalgie. Je vais donc devoir apprendre l'allemand pour comprendre de quoi il s'agit vraiment, me lance la jeune fille. Si elle savait que je ne demanderais pas mieux qu'être son professeur. Je m'abstiens de tout commentaire et avale mon café d'un trait, juste à temps, car Hélène se dirige vers la porte. Je la suis jusqu'à l'étable, restant en arrière pour mieux admirer sa silhouette. Mauvaise idée, car mon corps réagit. Je respire donc un grand coup et j'accélère pour me mettre à sa hauteur. Lorsque nous arrivons près des vaches, elle me regarde dans les yeux.
J'ai cru comprendre que vous n'avez jamais trait une vache de votre vie, commence-t-elle. Exact. Je vais donc vous apprendre à le faire, car traire correctement une vache est crucial. La productivité et la santé d'une ferme laitière en dépendent. La traite doit apporter du réconfort à l'animal. Il faut donc traiter la vache doucement. Elles ont beau être imposantes, elles sont timides. Avant de commencer la traite d'une vache, il faut la calmer et la caresser. Elle a besoin d'affection comme nous, les humains. Hein, ma doucette, fait Hélène en approchant la dite vache de face. N'aie pas peur, c'est moi. Ni une ni deux, Doucette pose sa grosse tête sur l'épaule de la jeune fille. C'est important de l'approcher de face pour qu'elle voie de qui il s'agit, qu'elle n'ait pas peur et ne donne pas de coups de pied. Vous voyez, elle aime les câlins. Bon, d'accord, ce sont des câlins très baveux, s'exclame Hélène avec un grand sourire. Elle m'explique ensuite que si la vache est dans les stalles la plupart du temps, comme l'hiver, il faut d'abord nettoyer les tables et l'attacher. Pendant la saison chaude, même si aujourd'hui c'est loin d'être le cas, les vaches sont constamment dérangées par les mouches, et pendant la traite, elles peuvent agiter leur queue et renverser un seau de lait ou vous frapper involontairement. Pour l'éviter, ça vaut la peine d'attacher la queue aux membres postérieurs, mais pas trop serré. Mon professeur continue la leçon en précisant l'importance de porter des vêtements propres et de se laver soigneusement les mains avant de commencer la traite. Il faut aussi frotter les membres et l'abdomen de la vache avec un chiffon propre. Puis la mamelle doit être lavée à l'eau chaude, à 40 degrés, précise-t-elle. Puis il faut sécher avec une serviette propre. Tout cela pour non seulement nettoyer la mamelle, mais aussi pour améliorer le flux de lait. Le point clé, selon Hélène, est de masser la mamelle avant la traite. Il s'agit d'un pétrissage doux qui aide à la production d'ocytocine, une hormone produite par l'hypophyse et responsable de la relaxation des mamelons et de l'écoulement du lait. Avec l'aide du massage, il est possible de traire tout le volume de lait accumulé dans la mamelle. La jeune femme joint une démonstration à ses paroles avec des mouvements de caresse le long de la mamelle et en travers avec les deux mains, puis en la poussant à la fin de la caresse comme le font les veaux. Après cela, elle exprime à partir de chaque mamelon un long jet de lait pour réduire le volume de microbes dans le liquide et diagnostiquer les maladies du pie. Si le lait est propre et coule facilement, la vache est en bonne santé. Si vous ne massez pas la mamelle avant la traite, moins de lait sortira à chaque fois. Cela augmente le risque de développer une mamite, une inflammation des mamelles qui va bloquer les canaux lactifères. Elle enchaîne en disant que la traite à la main des vaches peut se faire avec 2 doigts ou avec un poing. La première méthode convient aux jeunes génisses, dont les mamelons ne sont souvent pas encore développés et courts. La traite au poing est recommandée pour les vaches qui ont déjà mis bas, car leurs mamelons sont plus gros et le risque de développer une mamite est moindre. Je vais vous montrer la traite au poing, qui convient mieux aux novices. Elle traumatise moins le tissu du mamelon et permet d'obtenir un flux continu de lait. Mais à la fin, chacun décide lui-même de la meilleure façon de traire. Elle installe son tabouret à 3 pieds au niveau des pieds de la vache. Pas trop loin, sinon la vache vous prend pour un potentiel ennemi et peut devenir agressive, me dit-elle. Mais Doucette est très calme. Pas trop près, pour anticiper un coup de queue ou de patte. Hélène commence sa démonstration de traite avec un poing. Il faut prendre le mamelon avec tous les doigts, le pouce au-dessus de l'index. Le reste se trouve en dessous. La tétine doit être droite et le lait n'atteint pas les doigts lors de la traite. En fait, les mains restent en place et ne font pas de mouvement de haut en bas. C'est la pression des doigts qui fait sortir le lait. Les doigts s'ouvrent et se referment, mais ne se séparent pas du mamelon. La traite commence par les 2 trayons avant, en alternance, d'abord lentement, puis plus rapide, mais sans secousse et sans interruption de rythme. Sinon, la vache peut se bloquer. Puis on enchaîne avec les trayons arrière. Admiratif, j'observe ses gestes. Elle exprime 2 jets très puissants, et le bon lait arrive en moussant dans le fond du seau. Elle s'interrompt et se relève. À vous, Willy. Vous allez prendre ma place et je vous guide. Car il faut que ce soit une seule et même personne qui traite la vache jusqu'à ce que les mamelles soient vides. N'oubliez pas, le mouvement est lent au départ puis s'accélère, mais sans secousse et sans interruption. Sinon,
la vache peut se coincer et il est alors impossible de la traire complètement. Avec Doucette, c'est peu probable. C'est pour ça que je l'ai sélectionnée pour cette démonstration. Chose dite, chose faite. Un peu mal à l'aise, je m'installe sur le tabouret et je sens Hélène s'asseoir derrière sur un autre petit trépied et tout contre moi, pour me guider en posant ses mains sur les miennes. Elle est pratiquement collée à mon dos. Finalement, j'arrive à exprimer le lait de Doucette sans que la vache rechigne. Hélène finit par lâcher mes mains, mais j'espère qu'elle va rester encore un peu dans mon dos. Le contact de son corps mince, et notamment de ses seins, n'est pas sans conséquence. Lorsqu'elle se relève, je ressens d'un seul coup un manque. Mais cela vaut mieux, si je veux que tout redevienne normal et qu'elle ne perçoive pas l'effet qu'elle me fait. « Tu te débrouilles comme un chef » m'annonce-t-elle soudain. Puis elle se tait, consciente qu'elle vient de me tutoyer. « Oh, pardon, je suis vraiment désolée. » « Et puis zut, jure-t-elle. Nous avons le même âge. Nous pourrions nous tutoyer, Vili. J'ai toujours tutoyé Lucien et Roger, nos anciens ouvriers. Pourquoi pas toi et Karl? Qu'en penses-tu? Je n'y vois pas d'inconvénient. Et bien sûr, tu me tutoies aussi, précise-t-elle. D'accord. Si elle savait que dans mes rêves, je le fais déjà depuis que je l'ai vu la première fois, c'est-à-dire la veille. Bref, reprend-elle, tu te débrouilles bien. Donc, je te laisse terminer avec Doucette. Après, je verrai quelle vache te confier. De toute façon, tu t'occuperas toujours des mêmes, car une vache s'habitue à la personne qui s'occupe d'elle. Elle peut ne pas donner tout son volume habituel de lait à un étranger. Cet animal est capable de distinguer l'apparence, la voix et même l'odeur de celui qui s'en occupe. Les vaches se reconnaissent aussi entre elles, et elles reprennent leur place toutes seules à l'étable. Pour la vache suivante, Margot, elle vérifie que je réalise bien le processus de préparation, puis me laisse autonome. C'est à ce moment que sa mère et sa grand-mère nous rejoignent. Les 3 femmes traient chaque vache en 15 à 30 minutes, selon la quantité de lait donné. J'étais beaucoup moins rapide qu'elle, mais mon professeur semble satisfait et ça me suffit. Lorsque nous avons fini, Hélène me parle de la traite à 2 doigts, couramment utilisée chez les vaches qui n'ont vélé qu'une fois, en les trayant doucement, sans forte pression, et en utilisant uniquement le bout des doigts. Une technique qui n'est pas difficile, mais à laquelle il faut d'abord s'habituer, car des 2 côtés, le mamelon est serré avec l'index et le pouce à la base même, plus près de la mamelle. Lorsque toutes les vaches sont traites, j'aide Madame Desanet à transporter les bidons de lait jusqu'à la laiterie, bien que je ne sois pas encore très costaud. Je découvre cet endroit où Hélène m'explique que sa mère en présure chaque matin le lait collecté 2 fois par jour pour former une pâte qui est ensuite mise à égoutter dans des linges. En fin de journée, me précise-t-elle, maman presse la pâte pour extraire le liquide encore présent dans le lait caillé, puis elle la malaxe dès le lendemain à la main en y incorporant du sel et la met ensuite dans des moules de différentes formes. Le fromage, ainsi formé, passe une 12aine de jours en salle d'affinage. Et en effet, je vois la fermière triturer et saler le caillé pressé la veille au soir et le mettre en moule. Je découvre encore un autre monde avec toutes sortes de matériel, comme les crémeuses centrifugeuses pour extraire la crème du lait entier et dont le pied est fixé sur un madrier de manière à l'empêcher de bouger pendant le travail. Il faut être 2 pour la faire fonctionner, me raconte Hélène en voyant mon air intéressé devant l'engin. Pendant que l'un verse le lait cru légèrement chauffé dans le bassin, l'autre tourne la manivelle. Quand nous étions gamins, André et moi, nous nous relayions pour tourner la manivelle. Il faut tourner longtemps, et c'est très fastidieux. La crème s'écoule d'un côté dans une jatte et le lait écrémé de l'autre côté. Bien sûr, les différentes pièces de lait crémeux sont ensuite soigneusement lavées et séchées avant de servir à nouveau. Elle poursuit en me montrant la baratte pour fabriquer le beurre à partir d'une partie de la crème obtenue. En Normandie, la baratte a la forme d'un tonneau tournant autour d'un axe horizontal. Elle est actionnée par une manivelle et des palettes de bois longitudinales agitent la crème versée dedans. On utilise la crème obtenue la veille qui est brassée jusqu'à ce qu'elle épaississe et prenne la consistance du beurre. À ce moment-là, à mesure que la motte se forme, il en sort ce qu'on appelle bas-beurre, qu'on enlève. Puis la motte de beurre est malaxée et lavée à l'eau fraîche 3 ou 4 fois de suite. Enfin, après l'avoir salé ou non, on met le beurre en moule. Certains de ces moules sont très beaux,
car ils sont en bois sculpté pour laisser un décor sur le beurre, soit des fleurs, soit une vache. Nous nous chargeons ensuite de mener le troupeau de vaches dans un nouveau pâturage. Dire que je suis ravie d'être seule avec la jeune femme est un euphémisme. Alors que nous revenons vers la ferme, j'ose enfin poser la question qui me titille depuis un moment. Hélène, pourquoi André t'appelle-t-il crevette? J'ai beau me creuser, je ne vois pas le rapport entre toi et ce crustacé. Elle se met à rire aux éclats. Ça te tracasse à ce point? Chez nous, on appelle crevette un bébé très petit à la naissance, et c'était mon cas. Je suis restée toute menue lorsque j'étais petite, et même jusqu'à 14 ou 15 ans. Le surnom est resté, même si j'ai grandi, mais ma minceur reste. Mais je me console, car j'ai appris qu'en breton de Cornouailles, le nom donné à la crevette signifie un beau brin de fille. En réalité, une jolie petite chose, rose, fine, transparente, même si le portrait n'est pas vraiment ressemblant à ce que je suis. Je ne suis ni rose ni transparente. Fine, d'accord. Un peu trop même. Moi, je te trouve très jolie comme tu es. Toi, tu es un flatteur, Willy. Tu n'es pas mal non plus. Mais à mon tour de te poser une question. Tu n'aimes que la poésie ou tu t'intéresses aux autres genres littéraires? J'aime la littérature en général, allemande et française. Après mon abitur, l'équivalent de votre baccalauréat, je voulais entreprendre des études littéraires à l'université pour enseigner ensuite. Je n'en ai pas eu l'occasion, la guerre a tout balayé. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, Willy, rétorque-t-elle. Tu es encore jeune. Sur ce, elle m'attrape la main pour me faire accélérer et m'entraîne vers la ferme. Ce simple contact me transporte de bonheur. Je suis convaincue à ce moment que ma vie a pris un nouveau virage. Dépêche, ils ne vont pas nous attendre pour le casse-croûte, me lance-t-elle sans me lâcher. Effectivement, ils ne nous ont pas attendus. Karl est aux anges, attablé devant un bon verre de cidre, une large tranche de pain et du pâté de campagne. Albertine me met tout sous le nez et m'encourage à manger. Allez, Willy, n'ayez pas peur. Vous avez déjà bien travaillé. Mangez, et pas de discussion. Comment désobéir à Albertine? Au bout de la table, son fils reste silencieux. Après la pause casse-croûte, Hélène m'annonce qu'elle va se rendre à la messe avec sa mère et sa grand-mère. C'est vrai que je ne vous ai pas demandé si vous étiez catholique ou protestant, les gars, réagit André. Protestant, répond Karl laconique, mais je dois dire que je pratique peu. Catholique, réponds-je, et pas très pratiquant non plus. Cependant, j'avoue que les interventions des aumôniers dans les camps nous ont fait beaucoup de bien, et peu importait s'ils étaient catholiques ou protestants. En ce qui concerne la messe, pour aujourd'hui, je vous conseillerais de rester ici avec mon père et moi. Naturellement, les gens du village savent que vous êtes ici, puisque le maire est informé. Mais vous êtes censé porter votre uniforme avec le PG dans le dos. Or, ils sont en train de sécher. Vous balader sans pourrait nous attirer des ennuis. Enfin, surtout à vous, car vous pourriez être obligé de rentrer à Bolbec. De même, il ne faut pas que les gens se rendent compte que vous mangez à notre table, du moins au début. Nous devons au moins faire semblant de respecter les règles. Un seul regard nous suffit à Karl et moi. Nous nous passerons très bien de la messe, dis-je d'un air entendu. Les trois femmes réapparaissent, endimanchées et chapeautées pour la messe dominicale. Hélène porte une robe vert clair à pois blancs, avec une veste courte unie du même vert. Un minuscule béret cru, des gants et un sac et des chaussures à talons de la même teinte complètent sa tenue. Je ne peux retenir mon regard de s'égarer sur ses jambes nues. C'est Aglaé de Zanet qui prend le volant de la bétaillère. Comme c'est dimanche, André en profite pour faire un point sur les tâches à venir et les planifier avec nous, notamment la moisson. La tradition voulant que les agriculteurs s'entraident entre eux, tout le monde se regroupe. Karl et moi sommes un peu inquiets. 2 Allemands, prisonniers de guerre, perdus au milieu de tous ces Français, dont certains ont sûrement gardé une dent contre nous, ne nous réjouit pas vraiment. Mais André nous rassure. Karl va faire équipe avec mon père sur la moissonneuse-lieuse. Moi, je gère l'attelage de bœufs et la charrette pour transporter les gerbes. Et vous, Willy, faites équipe avec Hélène et les gamins qui sont venus nous aider l'année dernière. Ainsi, vous ne serez pas ennuyés par qui que ce soit. Je défie quiconque de pouvoir garder sa veste pendant les moissons. Et en chemise, rien ne vous différencie des autres.
En attendant le retour des femmes et jusqu'à l'heure du repas, nous décidons avec Karl d'aller au potager, qui est certes l'espace d'Albertine, mais autant nous occuper à arracher les mauvaises herbes. Bien sûr, nous avons prévenu André de notre initiative. Lorsqu'Hélène vient nous chercher, une partie du potager est nettoyée. « Karl, Willy, vous n'avez pas faim ?» s'écrie-t-elle. « C'est dimanche aujourd'hui. Alors repos. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez toujours pêcher la truite dans la Varenne, mais pour l'instant à table. » Un succulent déjeuner dominical, composé de poulet rôti avec des légumes du jardin et une délicieuse tarte aux framboises nous est servi. À ce rythme-là, je vais reprendre du poids, c'est certain. L'après-midi, nous cédons à la suggestion d'Hélène et nous nous installons au bord de la Varenne pour pêcher. Elle nous fait d'ailleurs la surprise de venir voir si nous parvenons à attraper quelque chose. Ce n'est que lorsqu'elle est près de nous que j'attrape mon premier poisson. Comme nous n'y croyions pas beaucoup, nous n'avions même pas prévu un seau pour recueillir le résultat de notre pêche. C'est Hélène qui s'élance vers le moulin et revient avec un seau qu'elle remplit à moitié d'eau pour y mettre ma truite. Un quart d'heure après, c'est Karl qui en attrape une. « Tu nous portes chance, lançai-je à la jeune fille. Tu n'as pas le choix, tu dois rester là pour que nous pêchions au moins notre dîner. » Elle s'installe donc non loin de moi et se met à lire. Sa présence me déconcentre un peu, mais cela n'empêche pas les truites de mordre à nos hameçons. Un peu plus de 2 heures après, nous avons une dizaine de poissons dans notre seau. Nous décidons d'arrêter. C'est fier de nous que nous ramenons le seau à Albertine, qui nous félicite chaleureusement, et elle nous concocte un succulent dîner, fait de truites à la normande avec des pommes de terre. J'ai le sentiment que nous sommes tombés sur la meilleure famille qui soit. Je me sens au paradis, surtout avec Hélène attablée à côté de moi, et encore plus lorsqu'elle me confie le livre qu'elle lisait au bord de la rivière. « Je pense qu'il devrait te plaire, » me glissait la voix basse. Arrivé dans notre repère, dans mon lit, je prends connaissance du bouquin. Conte de la Bécasse de Maupassant. Je lis le préambule avant de m'endormir en songeant à la belle blonde qui m'a prêté ce livre. Willy, 9 juillet 1945. Le lendemain matin, après la traite dans les pâturages et la pause casse-croûte du matin, Hélène m'entraîne pour nettoyer les tables. Le travail est lourd et fastidieux, mais la frêle jeune fille me surprend, car elle abat autant de travail que moi. Heureusement, il y a 2 portes à cette grande étable, une qui donne sur la cour intérieure et une autre à l'arrière qui permet de déposer le lisier à l'écart. Ma tutrice au travail insiste sur les avantages d'une étable propre. Des animaux en bonne santé, qui n'ont pas de problème de sabots, moins susceptibles de souffrir de maladies telles que la maladie de Mortin-Larrot, la dermatite interdigitée ou les maladies du pie telles que la mastite, et des vaches ayant une production de lait plus élevée. « Message reçu 5 sur 5, maîtresse », m'exclamai-je après son cours de sciences naturelles. « Tu te moques de moi maintenant » s'enquire-t-elle d'un air faussement fâché. « Je n'oserais pas. Je suis à tes ordres, patronne. » À ces mots, elle devient toute rouge et se rapproche de moi. « Je ne suis pas ta patronne, Willy, et je ne le serai jamais. Je ne veux surtout pas que tu me considères ainsi. Dis-toi que je suis une journalière qui connaît bien le travail de cette ferme et qui te donne toutes les ficelles pour te débrouiller. Car à la rentrée, je reprends mon travail d'institutrice et nous ne nous verrons que pour la traite et les repas. Enfin, le petit déjeuner et le dîner. Il faut que tu sois autonome rapidement afin que tu restes. Si le travail te convient, bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas ma vocation, mais j'aime ce que je fais jusqu'ici, arguai-je un peu inquiet. Ses yeux couleur ambre plongent dans les miens. Je sens mon cœur s'emballer. Je ne veux pas aller ailleurs. C'est ici que je veux être, près d'elle. Willy, surtout, n'hésite pas à me dire si quelque chose ne va pas. Karl connaît bien le travail et mon père s'en est bien aperçu. Toi, ça se voit bien que tu n'es pas né dans ce milieu. André et moi, nous ferons tout pour que tu trouves tes marques. Alors, pour commencer, nous deux, nous formons une équipe. Je suis ton amie avant toute chose. Sans crier gare, elle se hausse sur la pointe des pieds et me gratifie d'un baiser sur la joue. Compris ? J'acquiesce d'un hochement de tête, trop ému pour parler. Bien sûr que je veux être son amie, et même plus.
Alors, ne m'appelle plus jamais patronne, pas plus que crevette. Trouve autre chose si tu veux, un surnom que tu seras le seul à me donner, mais pas devant les autres, s'il te plaît. Je vais y réfléchir, promis. J'ai déjà en tête plein de mots doux pour elle, du simple diminutif de son prénom en allemand, Lena, à Schatz, Motion et même Püppchen ou Herzchen. Nous nous remettons au travail, afin d'avoir fini avant le déjeuner et enchaîner sur d'autres tâches. Dès demain, nous allons commencer les moissons chez un fermier voisin des 2 années. Les parents d'un ami d'André, d'après ce que j'ai compris. Hélène, 14 juillet 1945. Toute la semaine, j'ai travaillé avec Willy. Il me suit sans jamais rechigner, quelle que soit la tâche que nous devons effectuer. Petit à petit, avec une bonne alimentation, il reprend des forces. Le travail au grand air semble lui faire du bien, mais il est encore bien maigre. Depuis que la moisson a commencé, nous n'arrêtons pas. Comme prévu, papa s'occupe de la moissonneuse-lieuse avec Karl, qui connaît bien son affaire. André conduit l'attelage de bœufs, qui tire la charrette où nous entassons les gerbes. Pour être plus à l'aise, lors des fenaisons et des moissons, je m'habille en garçon, chemise et pantalon. Ainsi, je peux bouger comme je veux, et aucun garçon ne peut regarder sous mes jupes, car je ne me contente pas, comme la plupart des filles, de ramasser les gerbes. J'adore être en hauteur pour les entasser dans la charrette. Élevé avec un grand frère, je me suis toujours comporté comme un garçon manqué. La seule chose qui me différencie, c'est le foulard qui retient mes cheveux et me protège du soleil. Personne n'a fait de commentaires sur nos 2 PGA qui travaillent tous les 2 d'arrache-pied. Au fur et à mesure des jours, certains, et plus souvent certaines, s'enhardissent à leur adresser la parole lors des pauses casse-croûte. Aujourd'hui, jour de notre fête nationale, nous allons nous arrêter plus tôt, car ce soir, il y a le bal du 14 juillet, le premier depuis la Libération. Nous finissons de ranger les gerbes dans la grange de nos voisins quand René vient m'inviter pour le bal du soir, où ils seront avec André. J'avoue que je suis restée un moment muette. Mon frère, juste à côté de moi, insiste pour que je les accompagne. Je sais que ni Karl ni Willy ne peuvent venir à cette soirée en l'honneur de notre fête nationale, car ce serait considéré comme un affront. Pour la première fois, ils ne seront pas sous la garde d'André qui est de la fête, mais libres de faire ce qu'ils veulent dans l'enceinte de la ferme, sachant qu'ils n'en abuseront ni l'un ni l'autre. Je remarque au moment où René me convie à venir au bal une lueur de tristesse dans les yeux bleus de Willy. Est-ce parce qu'il ne peut participer à la fête, ou y a-t-il autre chose? Je me promets de leur faire une surprise le dimanche. Ma préparation pour le bal n'est pas très longue. À vrai dire, je ne suis pas très enthousiaste. J'ai enfilé une petite robe portefeuille blanche avec un imprimé floral bleu et rouge. Je trouve que le repas passe un peu trop vite, tant je traîne des pieds pour aller à ce bal. Quand René débarque pour le café, je fais tout pour ne pas être trop près de lui. Ses regards trop insistants me gênent. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne s'est jamais comporté ainsi avec moi avant. Avant de partir, une nouvelle fois mon regard croise celui de Willy, qui a l'air si malheureux que mon cœur se serre. Cela me désole de laisser mon ami ce soir. Nous nous sommes découverts tant de points communs, comme notre amour de la littérature, que j'aurais préféré discuter avec lui au lieu d'aller danser. Le bal est l'occasion de voir tous les jeunes du village. Si avec certains les relations sont restées cordiales, avec d'autres j'ai pris mes distances, ce qui a été facilité par le fait que mon poste d'institutrice est à Saint-Saëns. Si je n'ai pu éviter Jules Crevel pendant les premiers jours de moisson, ce n'est pas le cas de Robert Bayer, le fils des cafetiers, d'Henri Touchard, le fils de Gervaise et de Francis Dubourg, le sergent des FFI, que je n'ai pas recroisé depuis le 1er septembre 1944. Et ce n'est pas ce soir que je vais changer mon fusil d'épaule. Pourtant, il en est un pour venir m'asticoter. Robert. Alors la princesse, il paraît que ton frère a recruté 2 boches pour la ferme? En effet. Ça te pose problème? Rétorquai-je vivement. Pas vraiment. Les boches doivent payer pour ce qu'ils ont fait et nous aider à reconstruire notre pays. Mais il paraît que ton frère s'entend bien avec eux. Ces insinuations commencent à m'agacer sérieusement. Que cherche-t-il exactement? Robert m'a toujours tapé sur les nerfs,
Et depuis l'épisode d'épuration sauvage de septembre, ça a empiré. Ma réponse fuse. Il a été lui-même prisonnier là-bas, et il y a été bien traité. Tant que nos 2 ouvriers allemands font le boulot, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ton frère était un planqué, lance-t-il entre ses dents. Il a dû en profiter, Embauchi. Comme toi, tu avais l'air d'être bien copine avec Lucie, la pute à boche. Ma main est partie à la vitesse de l'éclair pour s'écraser sur sa joue. Ce petit con est allé trop loin, et je me retiens de lui donner un coup de genou là où je pense. Mon frère au moins a combattu, tout comme René qui a été blessé à Dunkerque. Tu ne peux pas en dire autant, espèce d'abruti. Tu as retourné ta veste après le débarquement. Quant à Lucie, elle vaut 10 fois mieux que toi, crétin. C'est vrai, ça. Personne ne vous a vu dans la résistance, toi et tes copains, s'écrie une voix, celle de Roger. Vous avez dû y entrer tard. Notre ancien ouvrier a repris un peu de poids, mais il reste encore très maigre, et son visage est marqué. Je ne vous y ai jamais vu, poursuit-il d'un ton ironique. Hélène y était déjà en 1942, comme agent de liaison, et ses parents étaient des helpers. Moi, j'y étais aussi à cette époque. J'ai même pris le maquis en 43, jusqu'à ce que je sois déporté en avril 44. La preuve, dit-il en montrant le matricule tatoué sur son avant-bras gauche. Dans mes souvenirs, tu fricotais bien avec les Boches. Ils vous en ont rapporté du fric, hein? Lucie, elle, n'a fait de tort à personne. Un froid glacial s'est insinué sur la place, alors que le fond de l'air est plus que tiède à cette heure pourtant tardive. Finalement, Robert repart vers ses acolytes, qui avaient eu la décence de ne pas se manifester. Je me laisse entraîner sur la piste par René, qui n'attendait que cette occasion. « Tu as toujours la langue aussi bien pendue, Crevette » me susurre-t-il à l'oreille. J'ai horreur de l'injustice. En tout cas, la colère te va bien. Merci. Nous dansons quelques valses et tangos ensemble, quand je ne danse pas avec mon frère et même avec Roger. Je ne me sens pas vraiment à l'aise avec René. Il est gentil, attentionné, mais c'est un ami de mon frère et je n'éprouve aucune attirance pour lui, alors que lui, au contraire, cherche à flirter. J'esquive dès que possible. Dès que j'en ai l'occasion, je prétexte la fatigue pour que mes 2 chevaliers servants me ramènent à la ferme. René nous dépose devant la maison. Mais je ne rentre pas dans le manoir où tout le monde dort. Je suis mon frère jusqu'au moulin. Je croyais que tu étais fatigué, commande-t-il. C'est le cas, mais j'ai envie d'une tasse de café. Tu m'en offres une? Ou bien une tisane? Peu importe. Après, promis, je vais au lit. Nous nous efforçons de ne pas faire trop de bruit en arrivant au moulin. Pourtant, une faible lumière témoigne d'une présence dans la cuisine. Willy, absorbé dans la lecture de Maupassant. « Tu ne dors pas ?» lui demande André. J'avais trop chaud, et puis je voulais continuer à lire. Donc pour ne pas déranger Karl, je suis venue ici. Hélène a envie d'une boisson chaude. Ma sœur a toujours été bizarre. C'est bien la seule personne que je connaisse qui ingurgite des boissons chaudes en pleine canicule. Sa remarque me fait hausser les épaules. Tout ce que je vois, c'est le regard des yeux bleus de Willy. Il me fait un bien fou. Je me laisse tomber sur le banc juste à côté de lui. « Bon alors, tu veux quoi, Crevette ?» demande mon frère. « Fais-moi un tilleul, ça va me calmer. » Le regard de Willy va d'André à moi, interrogateur. Ma sœur a de nouveau pris fait et cause, pour les plus faibles, face aux méchants revanchards et résistants de la dernière heure, explique André. Cette réflexion laisse Willy encore plus perplexe. Laisse-moi expliquer à Willy, André, ça vaudra mieux. Un gars, avec lequel j'étais en classe, s'en est pris à moi, après avoir appris qu'André avait recruté 2 prisonniers allemands. Mais ce qui m'a énervé, ce sont ses insinuations sur les prisonniers de guerre français en Allemagne, qu'il a appelés des planqués, certainement germanisés, à force d'être au contact des Allemands. Je dois être pâle d'énervement, car les yeux bleus de mon interlocuteur sont remplis d'inquiétude. Je l'ai giflé, en le traitant d'abruti, qui a retourné sa veste au dernier moment pour devenir un soi-disant résistant, après avoir collaboré avec l'occupant qui, soit dit en passant, a rapporté pas mal de fric à ses parents. Bien résumé, Crevette. Ça a jeté un de ses froids sur la place du village, et ce n'est pas la première fois qu'elle fait le coup. C'est Roger, notre ancien ouvrier, revenu de déportation il y a presque 2 mois, qui a enchéri pour fermer le clapet du jeune coq
en révélant à tout le village qu'il ne l'avait jamais vue dans les rangs de la résistance, au contraire d'Hélène et de mes parents. Parce qu'Hélène... Oui, Willy. Pendant que mes parents cachaient des juifs, des réfractaires au STO, des aviateurs en attendant qu'ils soient exfiltrés, Hélène était agent de liaison. Elle transportait les messages entre les membres du réseau ou entre le réseau et d'autres, ainsi que des faux papiers. Je vois bien que mon nouvel ami accuse le coup. Désolé, Willy, m'exclamai-je en lui prenant la main. Nous n'étions pas dans le même camp, tu le sais bien. Pour autant, je ne hais pas tous les Allemands, seulement les nazis. Ce que je lis dans ses yeux bleus à ce moment m'émeut. Mais peut-être que je me trompe. Nous sommes amis, il a seulement peur que nous ne le soyons plus. Mais sa curiosité à mon égard semble reprendre le dessus. Et André a dit que ce n'est pas la première fois que tu t'en prends à ce type devant tout le village ? Oh que non, dis-je en éclatant de rire et en entrelaçant mes doigts avec ceux de mon ami. Je lui raconte alors ce qui s'est passé le 1er septembre 1944, juste après la libération du village. J'étais horrifiée. Ces 3 femmes n'avaient fait que tomber amoureuses d'un Allemand. Aucune d'entre elles n'avait trahi qui que ce soit ou fait de mal. Il est possible que parmi ces femmes tondues, certaines n'avaient peut-être eu que le tort de discuter avec des soldats allemands. Pour être dénoncées, à l'époque, des soupçons suffisaient. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, aimé Willy. C'était comme ça en Allemagne dès 1933 et jusqu'à la fin. Il suffisait de soupçons de propos contre le régime, d'écouter une radio étrangère, d'être homosexuel et bien d'autres choses. Il n'empêche que, si ton instituteur n'était pas intervenu, tu aurais pu finir tondu, me déclare André. J'y étais prête. C'est tellement plus facile pour ces jeunes coqs de village de s'en prendre à de pauvres filles et de les humilier en les tondant, en les marquant d'une croix gammée sur le crâne et en les exhibant bien en vue, habillés, mais souvent aussi nus, dans toutes les rues. Plus facile que de combattre dans les rangs de l'armée alliée qu'ils auraient pu rejoindre. Je n'ai toujours pas desserré mes doigts de ceux de Willy. Ce n'est que lorsque mon frère me serre mon tilleul que je récupère ma main. Je n'oublie pas que j'ai prévu une surprise pour le lendemain, enfin pour les heures qui viennent. Hélène, 15 juillet 1945. Pendant ma première année comme institutrice, un des rares cadeaux que je me suis offert est un phonographe portatif pâté et quelques disques 78 tours. Cet appareil, je l'ai utilisé pendant l'année scolaire pour la musique et le chant. Mais là, je veux l'utiliser pour ma surprise. Avant d'aller chercher Willy pour la traite du matin dans les prés, j'achemine mon matériel depuis ma chambre via le souterrain, afin que personne ne me repère. Après la traite et le petit déjeuner dominical, pour la première fois, Karl et Willy viennent à la messe avec nous. Donc André nous accompagne aussi et prend le volant. Notre arrivée ne passe pas inaperçue. Maman et grand-mère dans la cabine du camion avec André, et moi assise entre Karl et Willy à l'arrière sur une botte de paille. Volontairement, je laisse maman et grand-mère rejoindre nos places habituelles, et je reste avec les 3 hommes au fond de l'église. Il y a bien des regards en biais de la part de certaines âmes que je qualifierais de peu charitables, mais beaucoup de villageois, pour la plupart agriculteurs comme mes parents, connaissent maintenant nos 2 recrues, qui n'ont pas fait mauvaise impression au travail, bien au contraire. Certains gratifient même Karl et Willy d'un sourire en passant. Nous reprenons les mêmes places qu'à l'aller dans le camion, et comme alors, je dois cramponner mon chapeau d'une main pour lui éviter de s'envoler, et de l'autre je m'accroche au bras de Willy pour ne pas m'écrouler dans les virages. Après le déjeuner, je n'ai qu'une hâte. Retrouver André, Willy et Karl, qui envisagent se baigner dans la Varenne car il fait très chaud. Je monte dans ma chambre pour enfiler un maillot de bain. Comme mon haut est un bustier avec des roses rouges foncées et le bas rouge foncé uni, je cache mon maillot sous une jupe de la même couleur, et je chausse mes sandales. Seule Albertine me voit passer avec mon panier contenant une serviette. « Je vois que tu vas retrouver les garçons. Surtout ne vous baignez pas trop vite après le repas. »« Ne t'inquiète pas, grand-mère. J'ai prévu de quoi nous occuper pendant la digestion. »« Parfait. Restez bien à l'ombre en attendant. N'allez pas m'attraper une insolation. »« Promis, » répliquai-je attendri par sa sollicitude. Lorsque j'arrive au moulin, il n'y a personne à l'intérieur, ce qui m'arrange, car je dois récupérer mon matériel en toute discrétion. Je descends dans le cellier et actionne l'ouverture du souterrain pour récupérer mon phonographe valise et mes disques. Je glisse ces derniers dans mon panier avec ma serviette.
C'est sans faire de bruit que je me glisse derrière le bâtiment, à l'endroit où j'espère bien trouver les garçons. Mon arrivée n'est pas assez silencieuse pour tromper la vigilance d'André, qui se redresse comme un ressort. « Qu'est-ce qui t'arrive, crevette? Tu déménages? Tu as l'air chargée comme une mule. » « Eh bien, personne ne t'empêche de venir m'aider. » Il obtempère et attrape la valise du phono et mon panier. C'est ce dernier qui le fait grimacer. « Bon sang, ça pèse un âne mort, qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?» Et je soulève le couvercle de mon panier et lui montre les disques. J'ai eu envie de faire un 14 juillet rien qu'à nous. Tu veux dire le tien, car tu es la seule fille pour 3 garçons. C'est déjà pas mal, non? Nous ferons avec, dit-il avec complaisance. Karl et Willy nous regardent perplexes. André prétend que le bal du 14 juillet ne m'a pas emballé et que j'en veux un pour moi toute seule. Moque-toi. Ce n'est pas toi qui as dû te coltiner René. Je ne sais pas ce qu'il a, celui-là, mais il me colle au train depuis quelque temps. Il y avait pourtant d'autres filles hier. Et s'il n'y en a qu'une qui l'intéresse, aimait mon frère. N'importe quoi. Il m'a connue gamine, je suis un peu comme sa petite sœur. Tu crois ça? Je peux t'assurer qu'il ne te voit pas comme sa petite sœur, et plus du tout comme une gamine. Je reste pantoise et je regarde aussi Willy et Karl, comme si je cherchais une réponse auprès d'eux. Une réponse à quoi d'ailleurs? Tu sembles oublier que tu n'as plus 15 ans, poursuit André. Il s'est passé plus de 5 ans entre le moment où René est parti et celui où il t'a revu en mai dernier. Tu es une femme maintenant. Je déglutis avec difficulté. Une femme? Répétai-je comme pour moi-même. Eh oui! Pour moi, tu restes ma petite crevette, mais tu n'as plus rien d'une crevette. Tu as... comment dire? Ah, et puis zut! Karl, Willy, aidez-moi. André veut dire que tu es très jolie, tente Karl avec son accent marqué. Oui, c'est ça. Karl a raison. Tu es devenue très jolie, avec tout ce qu'il faut, là où il faut. Jolie? Avec... Je me fais l'effet d'un perroquet qui reproduit les sons qu'il entend sans en comprendre le sens. Ma parole, Hélène, ça t'arrive de te regarder dans une glace? S'exclame mon frère. Ou alors tu as besoin de lunettes. Désespéré, je regarde du côté de Willy qui préfère ne rien dire. Seuls ses yeux parlent et ils sont très éloquents. Tu veux dire que René me voit comme une fiancée potentielle? Ben, qu'est-ce que tu crois? Je ne crois rien. Et surtout pas être celle qu'il faut à René. Il est bien trop vieux pour moi. Merci, Serette, il a juste 1 an de plus que moi. Dis tout de suite que nous sommes des vieillards. Il a déjà 26 ans, et moi juste 21. Un écart de quelques années est courant dans les couples. Et 5 ans, ce n'est pas grand-chose. Tu oublies une condition essentielle, André. Il faut être amoureux. Or, je ne suis pas amoureuse de ton copain. André me regarde moqueur. Dieu qu'il m'énerve quand il est comme ça. Tu as peut-être des vues sur quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça peut te faire, m'énervai-je. Ça ne te regarde pas d'ailleurs. Et toi, tu as quelqu'un? Explique-moi pourquoi tu n'as dansé qu'avec moi hier. Il y avait pourtant toute une flopée de filles qui te reluquaient. Aucune aussi belle que ma sœur. C'est ça, flatte mon égo. Peut-être que tu aimes les garçons? Mon frère manque de s'étouffer en entendant ma sortie. Et Karl et Willy ne savent plus où se mettre. Quant à moi, je regrette aussitôt mes paroles. Mais mon frère prend le parti d'en rire. Crevette, tu sais très bien que j'aime les filles. Rassurez-vous, les gars, vous n'avez rien à craindre avec moi. Désolé, André, je suis allée un peu loin. Un peu, oui. Mais tu as raison. Ta vie sentimentale ne me regarde pas, comme la mienne reste mon jardin secret. Pour l'instant. C'est à ce moment que grand-mère fait son apparition. Eh bien, les jeunes, vous êtes encore le derrière dans l'herbe? Et moi qui pensais qu'Hélène vous avait amené de quoi vous distraire. C'est le cas, grand-mère, j'ai amené des disques. Tu avais l'intention de danser, s'étonne-t-elle? Une seule fille pour 3 garçons. Il était temps que j'arrive. Albertine m'étonnera toujours. Allez, Hélène, qu'est-ce que tu attends pour faire fonctionner ton engin et nous mettre un peu de musique? J'ouvre donc le phono et laisse mon frère choisir parmi les disques quelque chose pour faire danser notre grand-mère. Cette dernière jette son dévolu sur Karl, et sans laisser le temps à André de réagir, je me dirige droit sur Willy. Je m'efforce de garder une certaine distance, mais dès que ses mains se posent sur ma taille, une onde de chaleur se répand en moi. J'aurais envie de me blottir dans ses bras, et lui, je le sens trembler. Quand j'ose enfin de nouveau croiser son regard,
J'y vois une infinie tendresse. Se pourrait-il qu'il voie en moi la femme, comme disait mon frère? Et moi, est-ce que je ne me voile pas la face? Il n'est pas qu'un ami. Depuis le début, le moindre contact avec lui m'électrise. Jamais personne ne m'a fait cet effet. Changement de partenaire pour la prochaine danse, s'écrie André. Ma grand-mère s'approprie Willy et je me retrouve dans les bras de mon frère pour une valse juste après qu'il a envoyé Karl sélectionner le prochain titre. Finalement, les 3 hommes se répartissent chacun leur tour entre les 2 danseuses et le choix de la musique. Et moi, je ne suis vraiment heureuse que lorsque je retrouve les bras de Willy. La plupart des disques sont de la variété française, mais il a aussi un disque de swing. Et pour le coup, pour ce genre de danse, je me retrouve la seule danseuse pour les 3 garçons, dont le plus habile à ce jeu est Willy. Lorsque nous avons épuisé toutes nos ressources musicales, les garçons décident de se jeter à l'eau. Depuis qu'André m'a fait la remarque sur mon changement physique, je me sens moins à l'aise pour me mettre en maillot de bain. Il faut que ma grand-mère me pousse pour que je m'y résolve, profitant que les garçons s'ébrouent comme des poissons dans la varenne. Je ne fais pourtant pas une arrivée discrète dans l'eau, puisque je manque de chuter lourdement. C'est en fait le regard admiratif de Willy qui me déstabilise, alors que je m'approche de la berge, si bien que j'en oublie une racine qui affleure. Je perds l'équilibre et mon ami me rattrape de justesse. Je me retrouve collée à lui, encore tremblante. À cet instant-là, j'ai l'impression d'une explosion de couleurs dans mon cerveau. Je ne maîtrise plus rien. Mon corps tout entier est parcouru d'ondes euphorisantes. Nos corps se séparent, mais Willy garde ma main dans la sienne de peur que je tombe, jusqu'à ce que je reprenne mes esprits. Quoi qu'il en soit, je ne m'éloigne jamais beaucoup de lui. A-t-il perçu l'émoi qu'il a déclenché en moi? Si c'est le cas, il n'en laisse rien paraître. Je reste un moment dans l'eau, puis je remonte sur le bord sous le regard inquiet de Willy, à qui je fais signe que tout va bien. Je m'installe sur ma serviette à côté de ma grand-mère, et je m'apprête à attraper le livre que j'ai déposé dans mon panier. « C'est lui qui te plaît, n'est-ce pas ?» me dit-elle soudain. « Tu sais, chérie, il ne faut pas avoir honte. L'amour, ça te tombe dessus quand tu ne t'y attends pas. » Décidément, ma grand-mère est perspicace. Mes émotions sont-elles aussi visibles? Ou bien Albertine a des dons de voyance? Je ne sais pas. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Qu'entends-tu par ça? Ma grand-mère a toujours été ma confidente. Elle sait tout de moi, plus encore que ma mère. Il y a une espèce de connexion entre nous depuis toujours. Dès qu'il me regarde, je perds un peu mes moyens, avouai-je. Il me fait fondre. Dès que sa main effleure la mienne, c'est comme un courant électrique qui me traverse. Mon cœur s'emballe. Je vois. Tu es amoureuse? Je m'en doutais. Et lui? Je ne sais pas trop. Son regard sur moi est plutôt affectueux. Affectueux? S'exclame ma grand-mère. Comme lorsque ton frère te regarde? Non, c'est beaucoup plus intense. Son regard est chargé de tendresse et il réagit aussi quand nos mains se touchent par hasard. Tout à l'heure, quand il m'a rattrapée, il tremblait. Je ne sais pas trop quoi penser. Lui aussi, il ressent quelque chose pour toi. Je l'ai bien remarqué dès le premier jour. Faites attention. Si moi, j'ai perçu cette attirance entre vous, d'autres risquent de s'en rendre compte, notamment ton père, mais aussi des gens de l'extérieur, et ça c'est pire. Albertine a sans doute raison. Nous devons être vigilants. Mais je ne veux pas renoncer à le voir, à travailler avec lui. Je ne peux pas. Et lui ne comprendrait certainement pas.